Dimanche 1er juin 2025, bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Baccalauréat de l'enseignement secondaire général et technique session de juin 2025. Les épreuves écrites vont démarrer demain, 2 juin 2025, à la veille de la composition. Le président du jury, Dr Guirayo Jérémy, appelle les 440 candidats à se présenter dans leur centre d'examen respectif dès demain à 6h30, munis de leur carte biométrique. Je vous propose de l'écouter. Les épreuves écrites de la première session sont programmées du 2 au 8 juin 2025. À cet effet, les candidates et candidats doivent prendre toutes les dispositions nécessaires afin de se présenter devant leur salle d'examen à 6h30 pour se faire identifier par leurs surveillants respectifs. Pour la session de juin 2025, toutes séries confondues, les candidats sont au nombre de 104 440 pour 58 904 garçons, soit un pourcentage de 56,49%, 45 536 filles, soit un pourcentage de 46,60%, 6 430 candidats étrangers, soit un pourcentage de 6,16%. Au total, 151 centres d'examen sont prévus, dont 30 en N'Djamena, 120 en province et un centre à Jeddah en Arabie Saoudite. L'année scolaire 2024-2025 n'a pas connu de perturbations. Je demanderai aux candidates et candidats de s'armer de courage et d'avoir confiance en eux-mêmes, car toutes les épreuves sont tirées du programme et des cours dispensés. Nous leur souhaitons plein succès à condition de respecter les principes contenus dans la police d'organisation du baccalauréat 2025. Bonne chance donc à tous les candidats. La ville de Bongor a constitué la dernière étape du long périple du secrétaire d'État à l'Éducation nationale, Amadou Youssouf Tahir, au sud du pays. À cette dernière étape, justement, le secrétaire d'État à l'Éducation nationale a dressé un bilan du constat fait sur le terrain. Suivez. L'objectif ultime de cette mission, c'est de venir suivre les activités éducatives dans cette province. Et une des métaphores de cette visite, c'est de venir évaluer les progrès accomplis dans le cadre de la mise en œuvre du chantier 4 du programme politique du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Et en même temps, s'assurer également l'état d'avancement des chantiers de construction scolaire à travers l'État et aussi ses partenaires techniques et financiers qui l'accompagnent dans cette réflexion stratégique. Cette visite sera également l'occasion d'échanger avec tous les acteurs du système éducatif afin de pouvoir échanger sur les défis qui minent, parle des défis quand même sous-jacents, prioritaires pour la province en matière de développement de l'éducation. Et au cours de ces échanges, certainement moi-même et la délégation qui m'accompagne, je voudrais d'ores et déjà vous informer que le ministère dans sa globalité est là dans cette mission. Et nous allons essayer de voir tous les maux qui minent le système éducatif dans la province et en même temps de voir aussi tous ces investissements que l'État est en train de faire. L'État fait beaucoup d'efforts. Et à côté de cela, il y a des défis d'ordre démographique qui font que toujours la demande éducative restera toujours forte, mais l'État également, de façon concomitante, essaie de déployer les efforts pour pouvoir orienter les investissements là où c'est prioritaire. L'éducation, c'est une affaire de tous et l'État a mis dans sa priorité la question maintenant de l'éducation de qualité et inclusive pour que tous les enfants du pays, quel qu'en soit leur lieu de résidence, doivent également accéder à cette éducation de qualité. Et nous, avec les responsables enseignants et autres, nous allons vraiment essayer d'échanger. Le ministère de l'Éducation nationale avait lancé le processus de transformation du système éducatif. Et ce processus met l'accent d'abord sur le relèvement de la compétence des enseignants et aussi sur la prestation des enseignants afin que la qualité de l'éducation soit également au rendez-vous.
Parlons également du concours d'entrée au lycée d'enseignement technique et professionnel dont les épreuves écrites se sont déroulées hier. À Doba, c'est le délégué général du gouvernement auprès du Logone oriental Toké Dadi qui a lancé l'examen. Boussou Kike Fernand. Ils sont 1369 candidats répartis sur l'ensemble de la province de Logone oriental à composer le test d'entrée dans l'établissement scolaire, techniques et commerciaux du pays. Le délégué de l'éducation nationale et de la promotion civique du Logone oriental, Ligidam Diego Robert, a informé de l'officialisation du lycée technique commercial de Doba ainsi que l'autorisation de la création de celui technique dans la province. Occasion pour le chef du département de l'éducation du Logone oriental d'exhorter les parents à encourager leurs progénitures à embrasser les filières techniques, car pour lui, le pays a besoin de techniciens pour son essor socio-économique. Avant d'ouvrir l'enveloppe contenant les premières épreuves, le délégué général du gouvernement auprès de la province de Logone oriental Toké Dadi s'est apaisanti sur l'importance des filières techniques qui, selon lui, sont d'une importance à ne point démontrer. Aussi invite-t-il les candidats à la sérénité et à la confiance de soi pour aborder avec excellence les épreuves. Entre-temps, les tout-petits du centre social numéro 7 sont déjà en vacances. La cérémonie d'au revoir organisée a vu la présence de la secrétaire générale du ministère de la Femme, Nomadissem Moudalbaya Pauline. Reportage Apolline Gani. Ces tout-petits sont montés sur scène avec fierté pour présenter au public le fruit de 9 mois passés à l'école, notamment des poèmes, des danses et des chants. Ces enfants, tout rayonnants, ont pris part à cette journée festive qui a ponctué une année riche en expériences. Entre rires, chansons, ils ont eu l'occasion de montrer le chemin parcouru depuis leur entrée au jardin d'enfants. La responsable du jardin d'enfants, Jimta Madjibey, a souligné qu'un suivi éducatif est important pour le développement harmonieux des enfants âgés de 3 à 5 ans. Selon le représentant des parents d'élèves, chaque enfant est considéré comme l'avenir de la nation et l'unique investissement reste l'éducation scolaire. La secrétaire générale du ministère de la Femme a de son côté relevé que les enfants doivent se sentir valorisés et encouragés dans leur parcours préscolaire. Nous invitons tous les parents à inscrire leurs enfants dans les jardins d'enfants pour les préparer à mieux affronter l'école. Nous voulons tout simplement les enfants vous dire bonnes vacances. Ces derniers ont reçu symboliquement des attestations de reconnaissance et des cadeaux qui marquent la fin de leur année scolaire. La cérémonie s'est achevée par un moment convivial avec des partages de gâteaux symbolisant leur départ en vacances avec une promesse ferme de revenir l'année suivante beaucoup plus grand et sage. L'Office national pour la promotion de l'emploi et le Haut Commissariat des réfugiés ont signé un mémorandum d'entente et d'accord de coopération visant à renforcer l'accompagnement des réfugiés et les communautés hôtes à travers des actions concrètes. Ce partenariat stratégique s'inscrit dans une dynamique de développement inclusif. Christelle Garlamdana. La signature de ce mémorandum d'entente entre l'Office national pour la promotion de l'emploi et le Haut Commissariat des réfugiés vise à renforcer l'accompagnement des réfugiés et des populations hautes dans les zones d'installation. Ceci à travers des actions concrètes d'orientation, de formation et d'inclusion socio-économique. Ce mémorandum que nous allons signer va permettre l'accès aux services publics d'emploi des réfugiés, notamment en termes d'orientation, de formation et l'accompagnement surtout de l'emploi. Et c'est cela qui est très important. Ce nouveau partenariat vient renforcer les engagements et ouvrir de nouvelles perspectives. L'ONAP est conscient aux défis auxquels font face ces personnes vulnérables. Donc nous pourrions ensemble déployer les moyens nécessaires et aussi faire une différence durable pour que ces personnes s'insèrent dans la vie active.
Avec cette initiative, le Tchad confirme son engagement envers une économie inclusive où chaque individu, quelle que soit son origine, peut contribuer à la prospérité nationale. Et cet atelier de validation d'un manuel de bonnes pratiques d'hygiène et alimentaire et nutritionnelle, c'est dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet d'appui au développement de la microfinance en soutien à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. On en parle avec Nodjama Rosine Kourodi. L'orientation et la sensibilisation des produits, des transformateurs et des consommateurs sur les bonnes pratiques d'hygiène alimentaire et la nutrition est le but primordial de ce manuel en cours de validation. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet d'appui au développement de la microfinance en soutien à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Le consultant du projet PDMF exprime toute sa gratitude pour la confiance placée en sa personne, avant de dire que toutes les suggestions, les observations et les recommandations seront prises en compte dans la version finale du document. Nous attendons de chacun donc une contribution et nous espérons donc avec vous, multi-acteurs, multisecteurs, pluridisciplinaires, nous pouvons donc améliorer la qualité du document. Pour le représentant du coordonnateur du projet, ce manuel revêt d'une importance capitale. L'élaboration de ce manuel s'inscrit dans une logique de créer des conditions basiques nécessaires à la satisfaction du besoin primordial et de se nourrir dans des conditions optimum de sécurité et de qualité. Toutes les parties prenantes vont évaluer et rendre plus pragmatiques les importantes orientations contenues dans ce document afin de répondre aux aspirations réelles des bénéficiaires. Une mission du Programme alimentaire mondial séjourne dans le Canem. Sur place, la mission supervise les activités sous financement du PAM dans quelques villages aux alentours de la ville de Mao. Moussa Boudou Abdoulaye. Chidi est l'un des sites de foyers d'apprentissage et de réhabilitation nutritionnelle et de vie FARN, une approche communautaire développée par ASRAT grâce au projet intégré de renforcement de la nutrition au Tchad, financé par le PAM. Sur ce site, 571 personnes frappées par la malnutrition aiguë et modérée sont prises en charge. Il y a le cash qu'on donne aux femmes enceintes et allaitantes. Les femmes enceintes, on leur donne 10 000 francs. Les enfants, on leur donne 5 000 francs. C'est-à-dire les enfants de 6 à 23 mois. L'argent est donné dans le but d'améliorer un peu l'état nutritionnel dans les ménages. Les enfants de 6 à 59 mois, les femmes enceintes et allaitantes malnutries, dépistées malnutries, qu'on leur donne également des intrants nutritionnels, c'est-à-dire le CSB++, à améliorer leur état nutritionnel. Partenaire du PAM, l'ONG ASRAT, chargé de la mise en œuvre du projet intégré de renforcement de la nutrition au Tchad, par la voix de son coordonnateur, s'est dit satisfait de l'intervention du PAM. Des relais communautaires, on les a formés ici, au niveau de la communauté, qui font aussi les dépistages mensuellement. Donc c'est pour l'identification de la malnutrition précoce. On constate les taux de la malnutrition dans la zone d'intervention du Midi. Donc ces projets contribue aux efforts nationaux visant à réduire de 40% la prévalence de la malnutrition. Les bénéficiaires expriment leur gratitude au PAM et ses partenaires financiers et sollicitent davantage l'intervention de cette organisation afin d'améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables. Toujours à Chidi, mais autre décor. Ici, l'ONG ADESOL, à travers le projet Intégrer la résilience au Tchad, intervient dans le jardin scolaire. Sur ces jardins de 4 hectares, plusieurs cultures sont pratiquées au profit des élèves et des communautés. Dans la foulée, Brahim Alifa Ali, préfet du département du Canem Centre, apprécie à sa juste valeur les réalisations du PAM et ses partenaires sur le terrain, avant de déclarer que cette institution des Nations Unies a montré la voie de développement aux bénéficiaires à travers ces gammes d'activités de résilience. Toujours dans le même registre, le comité provincial de nutrition et d'alimentation du Guéra a organisé une réunion d'évaluation de ses activités à Mongo, nous dit Mohamed Omar Moursal.
Cette réunion ordinaire a pour but d'évaluer les activités du comité provincial de nutrition et d'alimentation CPNA du Guéra pour l'année 2023-2025 et surtout d'échanger avec le membre du comité sur la coordination, la gouvernance multisectorielle, les défis et les contraintes. Le point focal du projet SANG, par ailleurs chef de mission, apprécie le travail accompli par le CPNA dans le Guéra. Nous sommes très satisfaits des rapports et des comptes rendus que nous recevons du point focal et également nous sommes venus constater de nous-mêmes l'engouement que vous avez pour cette réunion. Le directeur du cabinet de la délégation générale du gouvernement auprès de la province du Guéra, représentant le délégué Naïma Safi Hassan, clarifie que le CPNA joue un rôle primordial dans la lutte contre la malnutrition. Notre politique nationale de nutrition et son plan d'action intersectoriel pour la période 2022-2025 vise à réduire les formes de malnutrition par une coordination renforcée et des interventions efficaces. Pendant 3 ans, le CPNA a renforcé la capacité des 72 agents de l'État sur les formes sensibles et spécifiques de nutrition. Tout à fait autre chose à présent, l'Office national de sécurité routière intensifie ses activités de sensibilisation sur la sécurité routière. C'est le directeur général adjoint de l'ONASER, Hassan Ibrahim Guiré, qui dirige cette campagne. Kamsoul Mohamed Moussa. Face à l'augmentation préoccupante des accidents de la circulation sur les routes et les voies publiques, l'Office national de sécurité routière renforce ses efforts en matière de prévention et de contrôle. C'est à travers une journée d'échange avec les conducteurs et les élèves des différents établissements sur le code de la route. Cette journée s'inscrit dans le cadre de la 8e édition de la Semaine mondiale des Nations unies sur la sécurité routière, placée sous le thème « Sécurisons le déplacement à pied et à vélo ». Cette initiative vise à encourager une mobilité plus sûre, saine et respectueuse, précise le directeur général adjoint de l'ONASER. Les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé ainsi que la mobilisation internationale autour de la problématique témoignent à quel point les accidents de la route constituent un véritable fléau mondial, une source majeure de pertes humaines et de souffrances insoutenables. Au Tchad, la situation est particulièrement préoccupante, avec une fréquence inquiétante des accidents, souvent tragiques. Une occasion pour la directrice générale des transports des surfaces, Benga Boy Roland, de rappeler que cette journée d'échange est dédiée à la sécurité routière. Pour elle, il est temps de changer le comportement sur la route. Le NASER a pour mission principale la mise en œuvre et le suivi des actions en matière de prévention de la sécurité routière. Une mission de l'INSED est à Bangor. Objectif, préparer le terrain pour le 3e recensement général de la population et de l'habitat, nous dit Sylviane Remadjimadjingar. Les initiatives locales en matière de couverture santé passent nécessairement par l'implication de la communauté. C'est pourquoi l'ONG ADMI, Action pour le développement de Mont-Ili, qui a pour objectif global de contribuer au développement inclusif et résilient avec l'appui et le soutien des initiatives locales, à travers des infrastructures adéquates à trouver opportun, de lancer les travaux de construction du centre de santé pour aider les habitants de Fort Koumaï. Le chantier de construction du centre de santé de Fort Koumaï est financé à 100% sur fonds propres. C'est grâce à l'ONG ADMI que le bâtiment devant abriter le centre de santé de Fort Koumaï s'est vu attribuer son autorisation de fonctionner en janvier 2024, relève le médecin-chef du district sanitaire de Fianga. Le centre de santé de Fort Koumaï fonctionnera sous la supervision directe du district sanitaire de Fianga. Après la coupure du ruban, suivie de la visite du local, le préfet du département de Mont-Ili, Mahamad Saleh Haki, souligne que c'est un symbole d'espoir et une réponse concrète aux besoins de santé des milliers d'habitants du village Fort Koumaï et ses environnants qui ont été confrontés à des défis sanitaires majeurs dus à l'éloignement des centres de soins.
Les autorités locales et administratives espèrent que le personnel médical qui sera déployé dans ce centre, réceptionné par le préfet du département de Mont-Ili, pourra exercer son art avec dévouement et passion, tout en comptant sur l'accompagnement du gouvernement et de ses partenaires techniques et financiers pour que ce centre devienne un modèle d'efficacité et d'impact positif sur la santé communautaire. Cette journée, couplée avec la clôture d'un atelier de formation organisé par ADMI à l'attention des animateurs communautaires, a permis à ceux-ci d'obtenir des parchemins. Il s'agit là plutôt de l'inauguration du centre de santé de Fourkoumaï, mais c'est toujours dans le Mayo-Kébi Est. Rendons-nous maintenant à Fada, chef-lieu de l'ENEDI Ouest, où le secrétaire général de la province a dirigé une réunion de sensibilisation sur le 3e recensement général de la population et de l'habitat. Omar Tidjani Mahamat. Cette réunion d'information et de sensibilisation sur les activités de la cartographie du 3e recensement général de la population et de l'habitat a eu lieu ce mercredi à Fada sous l'égide du secrétaire général de la province de l'Indie Ouest, Abel Nakasara Diako, en présence des autorités administratives, civiles, militaires, traditionnelles et les organisations de jeunes. C'est une initiative du ministère des Finances, du Budget, de l'économie du plan et de la coopération internationale et de l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques. Dans son intervention, le chef de mission, Sunusi Youssouf Hassan, justifie le mobile de la mission. La sensibilisation de la cartographie nécessite une implication optimale. Les membres de la mission ont tour à tour expliqué largement l'importance de la cartographie de la RGPH3. Officiant à la cérémonie, le secrétaire général de la province, Abel Nakasala Diako, souligne que cette rencontre s'inscrit dans la logique du combat des plus hautes autorités du pays. La présente rencontre qui s'inscrit dans la logique du cadre du combat des plus hautes autorités de la République nous offre l'occasion de nous informer sur l'importance de la cartographie et le rôle que chacun de nous doit jouer pour une bonne mise en œuvre de cette opération à travers la province de l'Indie Ouest. À l'issue de cette rencontre, les acteurs à divers niveaux rassurent leur disponibilité à la mission pour la vulgarisation des messages à tous les niveaux afin que la population connaisse l'importance de la cartographie de la RGPH3. À Fayalarcho, une mission en charge de préparer le terrain en vue des opérations du recensement de la population et de l'habitat a rencontré les autorités locales, nous dit Abdallah Jamil. Cette mission de l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques INSED a pour objet d'informer et de sensibiliser les autorités administratives, les délégués provinciaux, les chefs traditionnels et religieux sur les travaux de la cartographie du 3e recensement général de la population et de l'habitat en cours. À cet effet, au cours d'une réunion élargie présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Borkou, général Jimta Bendergon, les membres de la mission se sont relayés pour présenter d'amples explications sur l'importance, le processus de travaux, les enjeux et la méthodologie de la cartographie qui nécessite une large sensibilisation de la population afin que cette 3e recensement général de population et de l'habitat en cours réussisse dans la province du Borkou. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Borkou, Jimta Bendergon, pour sa part, exhorte les forces vives de la place de s'impliquer dès à présent pour une sensibilisation de masse, préparer les esprits, conscientiser l'ensemble de la population et relayer l'information à tous les niveaux. La cartographie qui constitue une étape clé du recensement pour mieux cerner le processus. Quelques participants ont posé des questions pertinentes de compréhension. Fin des travaux de l'atelier sur la gestion de la détention et des mécanismes de la réinsertion sociale. Les participantes ont été donc outillés sur les droits des détenus et les mécanismes de leur réinsertion sociale. Mohamed Souleiman. Les travaux de l'atelier de formation portant sur la gestion des détentions et les mécanismes de la réinsertion sociale s'achèvent. Durant 3 jours, les magistrats, les directeurs de prison et les officiers de la police judiciaire ont été familiarisés avec les textes juridiques nationaux et internationaux relatifs aux droits à la protection et au traitement des personnes détenues. La formation a été portée aussi sur les mécanismes de la réinsertion des ex-détenus dans la vie sociale. Désormais, les participants sont en mesure de respecter les droits des personnes détenues. Vous avez su placer le détenu au centre de vos missions partant de la mise en mouvement
de l'action publique jusqu'à la réintégration de la personne détenue. Cet atelier soit pour vous un nouvel élan dans le respect des droits fondamentaux des détenus. Partant de cet atelier, nous espérons l'amélioration constante de la dynamique de promotion et de protection des droits de l'homme au Tchad. Le directeur général adjoint de l'École nationale de formation judiciaire a mis l'accent sur les droits des personnes incarcérées. Une personne privée de la liberté a droit à la dignité et à la vie, et compte tenu de sa vulnérabilité liée à son emprisonnement, elle doit bénéficier de protections particulières prévues par les conventions internationales et les lois nationales en vue de respecter sa dignité et son droit à la vie, et la préparer pour sa réinsertion dans la vie sociale. Dans les recommandations, les participants sollicitent la mise en œuvre des textes juridiques protégeant les personnes détenues et l'amélioration de leur traitement. Le parti politique L'Union sacrée pour la République, par la voix de son président, appelle les Tchadiens à œuvrer dans la préservation de la paix et l'amour du prochain plutôt. Suivez. Notre pays, après 3 ans de transition, après un retour à l'ordre constitutionnel, il y a ces derniers temps des petits remous sociaux au sein de la population qui peuvent mettre à mal le vivre ensemble, la paix, la sécurité et la stabilité de notre pays. Et c'est pour cela que, en notre double titre de président de l'Union sacrée pour la République ressortissant du Logone oriental et également député de la Pendé, nous voulons appeler à la paix, à la stabilité, à la coexistence pacifique partout au Tchad. Nous, au niveau de l'Union sacrée pour la République, notre position, lorsqu'un problème intervient, en tant que responsable, nous avons le devoir d'appeler à la paix, à la stabilité et à la sécurité de notre pays. Le syndicat national des mototaxis sensibilise les conducteurs sur le trafic du carburant. Le phénomène qui gagne du terrain est entretenu par certains conducteurs. Ali Mamad Bello. Au milieu du rond-point de Dembé, des conducteurs de mototaxis conviés par leur syndicat pour une séance de sensibilisation sur le trafic de carburant. Un phénomène qui gagne le terrain entretenu par certains conducteurs. Nous avons le devoir et l'obligation de soutenir les mototaximens, d'éviter le trafic du carburant qui se passe ici actuellement à N'Djamena. C'est un danger pour la population, c'est un danger dans la société, c'est un danger pour nous. Les syndicats n'admettent pas le trafic du carburant dès aujourd'hui. Le syndicat national des mototaxis sonne donc la fin de la récréation. Et pour le président du syndicat, Ibrahim Mohamed Youssouf, cette pratique est illégale. Propos réitérés par le délégué de la jeunesse et des sports de la ville d'Ndiamena. Vous le savez, les motos roulent avec des carburants. Et certains clandomanes ne savent pas comment utiliser les carburants. Ils font de la trafic. Mais ce trafic est interdit. Vous prenez le carburant juste pour votre moto afin que vous puissiez avoir des recettes et subvenir aux besoins de vos familles. Les conducteurs de mototaxis se quittent mieux sensibilisés, engagés à combattre ensemble cette pratique qui donne un coup. La cellule de liaison et d'information des associations féminines Antenne de Pala a tenu son assemblée générale élective. Les travaux ont été présidés par le secrétaire général de la province du Mayo-Kébi Ouest, Noudi Kagombe Wassi Descartes. 10 ans à la tête de cette association, l'ancien bureau est appelé à céder la direction à une nouvelle équipe. Dans son mot de bienvenue, le maire de la commune de Pala, Dr Armin Zonas, a rassuré les participantes de se sentir libres pour la réussite de leur assemblée. Occasion pour la présidente sortante de CELIAF, Antenne de Pala, Denonodi Raciel, de dresser le bilan de ses activités. Pour elle, plusieurs activités sont réalisées sur le plan socio-économique, éducatif et sécuritaire.
Mais les défis à relever restent immenses. C'est pourquoi elle a exhorté les autorités locales à soutenir les femmes au profit du développement du pays. Le secrétaire général de la province du Mayo-Kebbi-Ouest, Ngana Djekila, a salué le courage des femmes du Mayo-Kebbi-Ouest avant d'indiquer que la politique genre est une priorité du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Il a par ailleurs rassuré le soutien des autorités locales aux côtés des femmes pour le bien-être social et a surtout souhaité plein succès au nouveau bureau qu'elles mettront en place. Des attestations de satisfaits décernées respectivement à la présidente et trésorière sortante ont clos la cérémonie. L'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication sensibilise sur les avantages de l'appropriation des TIC à Abéché dans le Wadaï, rapporte Habib Adam. L'objectif de cet atelier est de doter les jeunes par des compétences et des outils nécessaires pour être des acteurs dynamiques de l'économie numérique afin de participer au développement du pays. Le responsable du centre adétique d'Abéché, Mohamed Abdallah Samil, a indiqué que les technologies de l'information et de la communication jouent un rôle essentiel dans le développement économique, social et culturel de chaque nation. Le chef de mission, Hissène Issarozi, a souligné que cet atelier vise à renforcer les capacités des participants en matière d'éthique et les initier aux outils et aux plateformes numériques ainsi que les bonnes pratiques à l'usage d'éthique. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général de la province du Wadaï, Bakary Sendidigi, a rappelé que le gouvernement du Tchad, conscient de l'importance d'éthique, a mis en place une politique ambitieuse pour favoriser le développement de ce secteur à travers le ministère des télécommunications, de l'économie numérique et de la digitalisation de l'administration. Il a également invité les participants à donner le meilleur d'eux-mêmes pour en tirer profit de ces assises. Notons que cet atelier est marqué par la prestation théâtrale faite par la compagnie Mandarké sur les conséquences des fake news et diffamations sur les réseaux sociaux. Et puis cette catastrophe, une centaine de bœufs a péri dans le lac. Les éleveurs de la province du lac lancent un cri d'alarme. Les autorités locales se sont rendues sur place pour constater le dégât. Soukassia Prosper Amigué. Plus de 100 têtes de bœufs de race Kouri sont noyées dans l'eau, laissant les éleveurs dans le désarroi. Informé de la situation, le délégué général du gouvernement auprès de la province du lac a dépêché sur le terrain le préfet du département de Mamdi, Abana Lamangangli, pour constater la situation et apporter le réconfort aux éleveurs. Sur place, la mission a rencontré les éleveurs, question de comprendre les circonstances de cette tragédie. Selon les témoignages, les herbes mouvantes qui ont obstrué le passage des animaux sont à l'origine de ce drame. Le préfet du département de Mamdi, Abana Lamangangli, a, au nom des plus hautes autorités du pays, apporté le mot de compassion aux éleveurs. Il a lancé un appel à l'endroit du gouvernement, des organisations nationales et internationales et aux personnes de bonne volonté de voler au secours de cette population qui a tout perdu. Le délégué provincial de l'élevage du lac, Dr Abdelbaghi Ibrahim Yacoub, a mis l'accent sur les dispositions à prendre pour éviter ce genre de tragédie. Et puis, un système solaire pour l'hôpital de district de Massaguet dans le Hadjar Lamis. C'est une initiative des membres de la plateforme associative des jeunes de Haraz Albiar. Mohamed Omar Adam. C'est une avancée significative dans le secteur de la santé locale. Il s'agit des kits solaires offerts par la plateforme associative des jeunes pour le développement de Haraz Albiar au laboratoire de l'hôpital de district de Massaguet. Une étape cruciale pour le service des laboratoires d'analyse médicale qui pourra désormais travailler 24 heures sur 24. Le maire de la ville de Massaguet, la députée du département de Haraz Albiar, Dr Hawa Othman Diame et les médecins chefs de district de Massaguet ont salué les gestes des plateformes associatives des jeunes pour le développement de Haraz Albiar avec à leur tête le président Moussa Koki Barkay. Ils ont lancé un appel aux ONG et autres associations à emboîter le pas à cette dernière afin que les habitants de ces vastes départements soient soulagés. Le président de la dite plateforme, Moussa Koki Barkay, a indiqué que cette initiative est née d'une expérience personnelle et d'une concertation entre les membres de la plateforme. Le sous-préfet de Massaguet rural, Tahir Hakoumaï, s'est dit très reconnaissant pour ces gestes de la plateforme associative. Geste qui permettra à l'hôpital de district de Massaguet de soulager les patients qui viennent de partout. Aussi, il a demandé aux ONG et autres associations d'emboîter à cette dernière.
À l'issue de la cérémonie, une visite a été effectuée dans les différents services de l'hôpital pour s'imprégner des réalités. En religion, l'évêque du diocèse de Laï dans la Tandjilé, Monseigneur Nicolas Nadjibab, a ordonné 2 prêtres. C'était au cours d'une messe d'ordination presbytérale plutôt. Eric Guedi, reportage. Il s'agit de l'abbé Léon Marboulaye Samedi et l'abbé Séverin Sinkadim. Ceci après 9 ans d'études de philosophie et de théologie. Tout a commencé par le mot de bienvenue du curé de la paroisse cathédrale Sainte-Famille de Laï, l'abbé Bienvenu Altona Bedoumro, suivi de la parole de Dieu. Dans son milieu de circonstances, le célébrant principal, Monseigneur Nicolas Nadjibab, évêque du diocèse de Laï, a développé 3 points, à savoir la mission et la consécration du prêtre, le témoignage des vies de l'homme de Dieu et la solitude pastorale du Christ, l'unique pasteur. Pour ce faire, il demande aux nouveaux serviteurs de Dieu d'adopter un comportement responsable. Après l'homélie, place à la célébration d'ordination proprement dite, d'où l'Église Famille de Dieu qui est à Laï demande à l'évêque d'ordonner les candidats pour la charge du presbytérat. Devant l'évêque et les fidèles rassemblés, les candidats ont exprimé leur volonté d'exercer leur charge en conformité avec la pensée du Christ et de l'Église sous la conduite de l'évêque. Répétant les gestes déjà adoptés par les premières communautés chrétiennes, l'évêque puis les prêtres imposent les mains, gestes de bénédiction et de prières silencieuses. Aussitôt après la prière d'ordination, l'évêque scelle l'acceptation de ceux-ci comme ses ministres de Dieu. Les autres prêtres font de même et manifestent ainsi qu'ils sont en communion du ministère, membres d'un même ordre. Au nom de son confrère dans le sacerdoce, l'abbé Séverin a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui les ont accompagnés dans leur cheminement spirituel. La remise des cadeaux aux nouveaux prêtres et la bénédiction finale de la célébration ont constitué les derniers temps forts de cette cérémonie sacerdotale. Une cérémonie de remise des prix de la 9e édition de compétition de mémorisation de Saint-Coran a été organisée à Moundou dans le Logone occidental. 7 provinces ont participé à cette compétition, nous dit Ahmad Ali Senamat. Plus de 300 élèves des centres d'apprentissage du Saint-Coran venus des provinces de 2 Moyo-Kébi, de la Tandjilé, du Moyen-Chari, du Mandoul et des 2 Logon ont activement pris part à cette 9e édition de la compétition de mémorisation du Saint-Coran organisée par la Solvète Tchad sous le haut patronage du Conseil supérieur des affaires islamiques de la province du Logon occidental. Les compétiteurs ont démontré une maîtrise impressionnante de la récitation et de la mémorisation du Saint-Coran. 75 participants sont déclarés admis. Les meilleurs des 3 catégories de garçons et filles ont été primés. Haroun Adam Hatim est le major de cette édition. Il a gagné une moto tricycle. Le deuxième prix d'une moto Honda 9 a été arraché par l'élève Al-Hajj Jiber Abdelmajid. Du côté des filles, l'élève Khadija Sherif Issa est déclarée championne. Elle est primée d'une moto dame. Elle est secondée des armes Matsale Adoum qui a remporté un vélo. Dahiru Kiari, représentant du président directeur général de la Solvète Tchad, Al-Hajrim Hissène Mohamed, a salué la détermination des jeunes compétiteurs et l'engagement des enseignants coraniques. Il a réaffirmé la volonté de l'initiateur de pérenniser ce grand rendez-vous annuel pour encourager l'excellence dans l'apprentissage du Saint-Coran. Les différents intervenants, dont le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Logone occidental, Cheikh Imam Mohamed Tahir Abdul Mahmoud Abbas, les représentants des autres conseils provinciaux de la zone méridionale du pays, Cheikh Assile Ghulam, et le préfet du département de l'Akoué, Ahmed Oumarou Djibrila, ont hautement salué l'initiative. Pour les oulémas, soutenir la parole d'Allah, c'est aussi construire la paix et l'avenir meilleur du pays. La cérémonie s'est terminée par la prière pour la paix au Tchad et la bénédiction des bienfaiteurs Al-Hajrim Hissène Mohamed. Et puis cérémonie de présentation et de dédicace du livre Naïna ou l'aventurier de la nuit, une pièce théâtrale écrite par Lizina Soussia Moïse. Apolline Gani.
Naina ou l'aventurier de la nuit s'attaque à des thématiques poignantes et sociales telles que l'analphabétisme au XXIe siècle, la marginalisation de la femme, le vagabondage sexuel, le chômage, la corruption, le viol des mineurs et la nécessité de la cohabitation pacifique. Ces sujets, bien que difficiles, sont abordés avec une sensibilité qui permet aux spectateurs de saisir la profondeur des réalités humaines. Le président du comité d'organisation a souligné l'importance de l'art théâtral comme vecteur de réflexion et d'éveil des consciences. Cette pièce de 83 pages, constituée de 9 scènes, est un hommage à la puissance du théâtre pour transporter le public dans des mondes inexplorés. Elle est conçue pour éveiller des émotions intenses et inciter à la réflexion sur l'existence de la vie humaine. L'auteur, né le 24 décembre 1994 à Bol, dans la province du lac Tchad, sait capturer les nuances de la vie nocturne où les secrets souvent sombres se dévoilent dans un jeu de lumière et d'ombre. La pièce publiée aux éditions du Printemps n'est pas qu'un simple spectacle, elle s'impose comme une véritable œuvre de réflexion. Elle rappelle que le théâtre n'est pas uniquement un lieu de divertissement, mais un espace de dialogue, de questionnement et de prise de conscience. Naina ou l'aventurier de la nuit de Lizina Soussia Moïse est bien plus qu'une pièce de théâtre. C'est un cri de cœur pour une société plus juste et éclairée où chaque spectateur est invité à plonger dans ses propres rêves et réalités pour en ressortir transformé. Du 27 mai au 7 juin prochain, les amoureux de la danse traditionnelle et de la danse afro-urbaine se donnent rendez-vous à la 8e édition du festival Yeninde. Le comité d'organisation a animé une conférence de presse, rapporte Innocent Kilayo. Yeninde Festival, qui signifie Festival Famille, est à sa 8e édition. Et les organisateurs de ce festival, qui a pour but de faire la promotion de la danse traditionnelle, s'activent dans les préparatifs. La conférence de presse de ce matin a pour but d'annoncer au public l'organisation de ce festival. Là, on aura 10 groupes qui vont compétir, qui iront en compétition jusqu'en finish pour retenir les 3 premiers. Et aussi, on aura côté des balles nationales la formation sur les industries culturelles et créatives. Reparti en 2 phases, à savoir la formation et le festival, l'édition de cette année verra la participation de 2 professionnels de danse. Il s'agit du formateur de danse chorégraphique Fabrice de la RDC et de Juliette, la danseuse professionnelle du Cameroun. Le directeur de l'Institut français au Tchad annonce un festival plein d'innovation et de la promotion de la danse africaine. Le festival Yeninde s'ouvre du 29 mai et finira le 7 juin 2025. En sport, dans le cadre de la semaine de la FIFA, la Fédération tchadienne de football association a prévu 2 matchs amicaux contre le Kenya, le 7 et le 10 juin. Au Maroc, à cet effet, une liste de 24 joueurs a été présentée par le sélectionneur national Tahir Zakaria Gardia à la suite d'une conférence de presse animée par le président de la Fédération tchadienne de football association, Tahir Oloy Hassan, et le directeur technique national Oumar Yaya. Kadnou Batiophile. Internationale de la FIFA, ouverte du 2 au 10 juin prochain, le président de la Fédération tchadienne de football association, Tahir Oley, le directeur technique national, Mamad Oumar alias Modou Kouta, et le sélectionneur national, Tahir Zakaria Gardia, étaient face à la presse nationale. Pour le président de la Fédération tchadienne, une fenêtre internationale dans un contexte sportif désigne une période où les joueurs internationaux peuvent être libérés par leur club pour jouer avec leur équipe nationale. C'est aussi l'occasion pour la FIFA de jauger le niveau de chaque équipe participante en vue de rehausser son classement grâce aux points à glaner à l'issue des matchs. Concernant les 2 matchs du Tchad qui se joueront le 7 et 10 juin prochain à Marrakech au Maroc, Tahir Oley est sans équivoque. La fédération fait pour quand même permettre à ce que notre équipe nationale puisse jouer les 2 matchs pendant la fenêtre FIFA. C'est une nouvelle dynamique. Nous allons tout faire pour que notre équipe nationale puisse répondre présent à toutes les compétitions. Quant au sélectionneur national Tahir Zakaria Gardia, il a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour la double confrontation contre le Kenya. Liste dans laquelle il y a quelques retours, notamment celui d'Engar Ezekiel et de Ninga Casimir.
Pour conclure, le directeur technique national Modou Kouta rassure que l'équipe technique continuera à travailler pour impliquer davantage les binationaux afin d'obtenir des résultats positifs. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne fin de semaine sur Téléchat.